La réunion est lancée. Bonjour à tous ceux qui sont connectés pour le moment. Bonjour. Bonjour. Euh, je vais peut-être attendre qu'un peu plus de monde se connecte. Attends, Oui, 5 minutes peut-être. faire une introduction rapide. Bonjour à tous. Bonjour Laura. Bonjour Raphaël. Bonjour Lionel. Bonjour. Bénédicte aussi. Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, je pense qu'on va pas tarder à commencer. S'il y a encore des personnes qui se connectent. Sacha. Bon, je pense qu'on peut commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés à l'heure. Et aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau brief investisseur, donc en présentiel, pour deux des intervenants, sur le sujet du plastique et de ses pollutions. Alors, comme vous l'avez sûrement vu, en août dernier, on a assisté à l'échec des négociations internationales sur un accord international pour lutter contre la pollution plastique. Mais Raphaël reviendra dessus plus en détail. Mais nous nous sommes dit que à l'heure où c'était plutôt compliqué d'avancer au niveau politique, on pouvait quand même rappeler que les investisseurs responsables avaient des clés en main, des leviers d'action pour agir et accompagner les entreprises à réduire leur production et pollution plastique. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir trois intervenants au profil très complémentaire. J'espère que Hugo est connecté et est ici. Mais donc nous avons en première intervenante Raphaël Genoux, qui est donc responsable coordination et relationnel avec les entreprises chez Surfrider Foundation Europe, qui est donc une ONG pour les océans. Et Lionel Heurtin, analyste ESG chez Ophir Invest, qui est également membre du FIR. Donc, pour une petite mise en contexte, Surfrider et Ophi Invest ont fait de 2022 à 2020, de 2020 à 2022 une campagne d'engagement avec 20 entreprises internationales sur laquelle ils reviendront au sujet du plastique, sur laquelle ils reviendront dans la présentation. Et enfin, en ligne, nous avons donc Hugo Konzelman, qui est donc responsable des affaires publiques et juridiques. J'espère qu'il est là, je ne le vois pas pour le moment dans la réunion, mais il interviendra en dernier. Donc, il est responsable des affaires publiques et juridiques à l'Institut national de l'économie circulaire, qui est également membre du FIR, et qui pourra nous apporter un peu plus cet éclairage institutionnel, notamment dans ce contexte d'incertitude et sur les éventuelles solutions au niveau des politiques publiques. N'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat au fil de l'eau et il y a un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Raphaël. Merci pour les slides, Lubia, pour la première partie. Alors merci beaucoup. Je pense qu'on peut commencer à défiler les slides. Merci Alice et merci au FIR pour l'invitation aujourd'hui. Donc en deux mots, je m'appelle Raphaël Genoux, je suis coordinatrice sur le relationnel entreprise chez Surfrider, c'est-à-dire que je fais de la collecte de fonds auprès des entreprises pour financer la mission sociale de Surfrider, mais pas que. J'ai aussi un rôle d'influence du secteur privé pour les amener vers des pratiques plus responsables, dont le secteur de la finance, d'où ma venue aujourd'hui. Et donc du coup, en deux mots, et c'est la slide suivante, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est Surfrider, on est une ONG de préservation de l'océan qui, à la base, a été créée par des surfeurs en Californie en 1984, d'où le nom Surfrider. Des surfeurs qui en avaient assez de voir leur terrain de jeu pollué par des déchets aquatiques. Et une petite association de bénévoles surfeurs, on est vraiment devenu une ONG environnementale à part entière. Avec, pour vous résumer ça rapidement, trois axes de travail qui sont la lutte contre les déchets aquatiques,
Et quand on se parle de lutte contre les déchets aquatiques, vous vous en doutez, on se parle de plastique et de plastique à usage unique. Tout ce qui est qualité de l'eau et santé des usagers, d'un point de vue chimique, bactériologique, biologique. Et le troisième axe, c'est l'aménagement du littoral et le changement climatique. Et puis pour ce qui est des leviers d'action de Surfrider, finalement, la manière dont on travaille chez Surfrider, c'est vraiment de faire de la mobilisation de notre base bénévole, de l'expertise scientifique. On a des experts sur les 3 axes que je vous ai mentionnés, précédemment. Tout ce qui va être, également de l'éducation et de la sensibilisation du grand public et du jeune public à la question de la préservation de l'océan. Et le dernier axe qui va faire le lien avec ma slide suivante, c'est tout le travail d'influence et de plaidoyer auprès des institutions publiques et internationales, mais aussi auprès du secteur privé. J'ai juste une petite question pour tous les participants. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Est-ce qu'elle est bien mise en évidence pour tout le monde? Oui, très bien. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vais commencer, par vous, faire un peu un état des lieux, un récap des négociations autour du traité, plastique, et du mandat des Nations unies pour les négociations autour de ce traité, plastique. Donc c'est la slide suivante. Du coup, je pense que vous en avez entendu parler, peut-être certains plus que d'autres, mais il y a eu un mandat des Nations unies, donc en début de 2022, pour traiter vraiment le problème du plastique, pour la première fois, hein, dans l'histoire, de reconnaître le plastique comme étant un problème global qui n'a pas de frontières et d'établir une stratégie globale coordonnée à l'échelle de tous les États pour avoir un traité qui, dans l'ambition première, devait être contraignant, en tout cas à échelle internationale, pour eh bien, réduire les impacts du plastique sur l'environnement, sur la santé, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment le mandat de base. Et sur la slide suivante, vous avez l'agenda de ces négociations. Donc ça a vraiment démarré en 2022 avec une fin qui était prévue à la base en 2025 à Busan. Alors c'est pas correct, c'est du 2024. Enfin oui, c'est juste avant 2025 à Busan en Corée du Sud, qui était censée être la dernière session de négociation, qui n'a pas abouti à un traité final. Donc c'est pour ça qu'il y a une session supplémentaire à Genève en août de cette année 2025. Donc ça, c'était vraiment l'agenda de base. Et sur la slide suivante, vous avez en gros, pour vous résumer, après, parce que j'ai pas le temps de m'étendre pendant 1 heure, mais en gros, vous aviez vraiment 2 blocs dans ces négociations. Le premier bloc, c'est ce qu'on a appelé la coalition de la grande ambition, qui était portée principalement par l'Union européenne. Donc c'est vraiment Ursula von der Leyen qui représentait tous les pays de l'Union européenne dans ces négociations. Et en plus de l'Union européenne, dans ce bloc-là, il y avait également certains États d'Afrique et tous les petits États insulaires qui sont le plus touchés malheureusement par la pollution plastique. Vous vous en doutez, dans ce bloc-là, on va dire, d'États, vraiment le positionnement, c'était adresser le problème de la pollution plastique à la source. Comment on réduit la production mondiale de plastique à la source via un accord qui soit juridiquement contraignant. Notamment également en bannissant tout simplement toute une liste de produits qui pouvaient être problématiques, produits en plastique, à interdire ou à réduire, avec une volonté d'un langage fort et contraignant et pas seulement des engagements volontaires. Donc ça, c'est le premier bloc. Et le deuxième bloc sur la slide suivante, c'est le bloc des like-minded countries, et dans lequel vous aviez notamment l'Arabie saoudite, l'Iran, la Russie, mais aussi les États-Unis, la Chine. Surtout au début des négociations, la Chine avait un positionnement beaucoup plus dur. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est des États qui sont producteurs de pétrole, producteurs de plastique, et qui, eux, n'avaient pas du tout envie qu'il y ait un traité contraignant, en tout cas sur le plastique à échelle internationale. Donc un refus vraiment de toute mesure contraignante. Et la volonté de limiter l'accord seulement à la gestion des déchets et notamment au recyclage. Eux, ils ne voulaient pas du tout parler de réduction de la production de plastique à la source d'un point de vue global. Alors, pour vous donner les coulisses d'un point de vue très ONG, hein, parce que du coup, moi, c'est comme ça que mes collègues, en tout cas du plaidoyer, l'ont vécu chez Surfrider, beaucoup de stratégies d'obstruction systématique à toutes les négociations, c'est-à-dire concrètement comment ça se matérialise. Revenir sur des points qui ont été négociés dans les sessions précédentes. Donc ça, c'était toujours le cas.
Ça durait environ entre 3 jours et une semaine, on va dire, les négociations, chaque session. Et donc, du coup, à chaque fois, il fallait revenir sur des points discutés. Donc, ça, c'était une des techniques. Pour vous expliquer un peu les coulisses, il y avait plus de 230 lobbyistes de l'industrie de la pétrochimie à Genève sur la dernière session de négociation. C'est plus que tout l'ensemble des diplomates des 27 États membres de l'Union européenne réunis. Donc, ça vous donne un peu un petit ordre d'idée. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, les deux gros blocs qui étaient dans ces négociations-là. Sur la slide suivante, je vais vous parler de ce que faisait vraiment Surfrider lors de ces différents cycles de négociation. On était présents quasiment à tous les cycles des négociations quand vous avez vu l'agenda. Donc nous, vraiment, notre rôle, c'était d'aller influencer les États pour lesquels on était compétents. Donc Surfrider Europe conseiller l'Union européenne. Alors pour le coup, on avait des ambitions qui étaient très communes avec l'Union européenne, donc c'était «facile» entre guillemets, pour nous. En tout cas, les échanges étaient assez fluides. Par contre, nos collègues de Surfrider, US, parce que je ne vous ai pas précisé que Surfrider, c'est un réseau international qui devait, conseiller, les États-Unis, ont beaucoup plus de fil à retordre que nous, en tout cas, dans ces, négociations-là, puisque l'ambition de Surfrider, vous l'aurez compris, est très alignée avec, le groupe le bloc de la grande coalition. Et puis, vous dire aussi qu'on fait partie, d'une coalition qui s'appelle Break Free from Plastic, qui est une coalition au niveau européen. Et donc du coup, avec tout un tas d'autres ONG comme Zero Waste Europe, par exemple, Cisa Trisk, avec lequel on a mené du coup ces objectifs qui étaient de défendre un traité ambitieux et juridiquement contraignant, le rappel de l'importance de traiter l'ensemble du cycle de vie du plastique et pas seulement vraiment l'aspect recyclage, avec des objectifs clairs de réduction dans le traité. Et nos moyens, concrètement, c'était donc les échanges avec les différentes délégations, on va dire dans les coulisses de ces différentes sessions, des position papers avec le réseau international de Surfrider et au niveau européen Break Free from Plastic, des mobilisations, des happenings, comme vous pouvez voir sur les différentes photos que je vous ai mis dans la slide, et fixer une liste pour nous des objets et substances à bannir, parce que pour le coup, on est une ONG de préservation de l'océan. On fait beaucoup de collecte de déchets sur les plages de la Caraïbe en Europe, donc on voit quels sont les items à bannir. Et nous, c'est vraiment les cigarettes qui sont l'objet, l'item qu'on retrouve le plus, qui est dans le top one. Depuis 15 ans, on fait de la quantification de déchets sur les plages suite à nos collectes. Et donc, pour vous donner les résultats, mais Alice a fait un spoiler en intro. On est plutôt sur un échec des négociations, enfin un échec. En tout cas, ça dépend de quel bloc on se place, mais donc pour le coup, pour Surfrider, c'est plutôt un échec. 24 heures avant la fin des négociations, il y a eu un nouveau texte qui a été soumis par le président des négociations, avec dans ce texte-là aucun objectif contraignant de réduction de la production, seulement des mesures volontaires de la part des différents États. Pas de restrictions sur des produits ou des substances contenues dans des objets plastiques qui peuvent être les plus problématiques, à l'encontre des recommandations de la Scientific Coalition, qui était présent à toutes ces étapes de négociation. Et puis un silence sur le réemploi qui n'était pas du tout aligné avec les recommandations du premier bloc que vous avez vu et de nombreuses ONG. Et donc du coup, il y a une majorité de pays qui n'étaient pas d'accord avec ce traité-là, donc c'était un rejet en fait du traité. Et donc in fine, on n'est pas sur un accord. Donc les next steps, c'est une nouvelle session à fixer par les délégations et les comités des négociations pour quand même arriver à une base de traité qui soit acceptée à la majorité. Vous dire également que quand même, tout n'est pas acheté. Pour la première fois, on a parlé de ce sujet-là à l'échelle internationale et ça, c'est une première, dans l'histoire, de l'humanité depuis que le plastique existe, donc c'est-à-dire après les années 50. Donc tout n'est pas acheté, il y a des choses qui sont assez encourageantes, notamment au niveau de l'Union européenne. Maintenant, au niveau de Surfrider Foundation Europe, nous, on va beaucoup suivre, la directive, SUP, qui a été du coup votée, enfin adoptée en 2021, vous savez, qui interdit des objets en plastique à usage unique, et sa transposition dans le droit français, qui est la loi AGEC, qui elle est au-delà du seuil que préconisait la directive SUP. Donc maintenant, nous, notre but en tant que représentants de la société civile, c'est de s'assurer que cette loi soit bien transposée et appliquée dans le droit français.
Du coup, je continue cette présentation par une deuxième partie. J'en ai un petit peu parlé sur vraiment les ambitions de Surfrider, sur le recyclage. Et donc, Surfrider a un positionnement qui dit que le recyclage n'est pas enfin, que c'est plutôt une fausse bonne idée. Alors, attention, hein, là-dessus, je parle vraiment que du recyclage du plastique, on est d'accord, hein. Il y a certains objets qui se recyclent très très bien, comme le verre, le papier, le carton, l'aluminium. Ça pose d'autres questionnements en tout cas, mais là, je vais vous parler vraiment que du recyclage du plastique. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de recycler ces objets en plastique, il faut continuer à faire le tri chez soi. Mais par contre, penser que le recyclage va nous sauver, que c'est une panacée, ça n'est pas le cas. Et voilà quel est le positionnement de Surfrider sur la slide suivante. Du coup, pour nous, il y a 3 grandes limites au recyclage du plastique. Tout d'abord parce qu'il n'est pas rentable, ça peut sembler contre-productif, mais le plastique vierge coûte moins cher qu'un plastique, recyclé. Par ailleurs, toutes les étapes de recyclage du plastique sont assez, à la fois, gourmandes, on va dire, économiquement, mais aussi, parfois gourmandes en énergie. Il y a aussi trop de plastique à recycler et enfin, il existe trop de types de plastique différents et donc on va voir le point 2 dans la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors pourquoi il y a trop de plastique à recycler? Donc pour vous donner un ordre d'idée, dans l'Union européenne, il y a 29 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont collectés annuellement, c'est-à-dire 120 kilos de plastique par an par citoyen européen. Et sur ces 29 millions de tonnes de déchets, seul un tiers de plastique qui pourraient être recyclés le sont effectivement. Je parle même pas des plastiques qui ne peuvent pas être recyclés, hein. Et quand on parle à l'échelle mondiale, ça chute autour de 10. Donc en fait, ça vous donne un peu un ordre d'idée, si vous voulez, du nombre de plastiques qui sont effectivement, recyclés et donc tout le reste, bah, bien évidemment, hein, c'est mis en décharge, incinéré ou alors ça finit, dans la nature. Slide suivante, s'il vous plaît. Du coup, aujourd'hui, il y a 2 plastiques, qui se recyclent plutôt très bien, c'est le PET et le PEHD. Donc PET, c'est vos bouteilles, plastiques, classiques. PEHD, on est plutôt, sur des produits, ménagers. Même si et on va voir sur la slide suivante, il y a de plus en plus de pays dans l'Union européenne qui ouvrent des filiales de recyclage. C'est le cas de la France, hein, très, très récemment, a étendu, en tout cas, ses consignes de tri, comme vous avez pu voir, à d'autres types de plastiques. Mais généralement, ces autres plastiques ou sont pas dans les consignes de tri des autres pays de l'Union européenne. C'est très limité, hein, dans l'Union européenne, en tout cas. Ou c'est pas du tout recyclable. Du coup, vous avez tout ce qui est PVC. PEBD, le polystyrène, donc c'est PS, et le PP. Et donc du coup, ces différents, types de plastiques, sont impossibles à recycler ou recyclables, mais pas ouverts aux consignes de tri dans les différents pays de l'Union européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, la directive SUB que j'ai évoquée juste avant, fixe un objectif de 55 de plastique recyclé à horizon 2030. Donc on n'est pas non plus sur des taux de recyclabilité, on n'est pas sur du 80 quoi. C'est ça l'ambition de l'Union européenne à l'heure actuelle. C'est parmi le plastique du coup, Oui. potentiellement recyclable? Tout à fait, ouais. Donc voilà, on n'est pas sur non plus une ambition, exceptionnelle, quoi. Et 2030, c'est demain et pour l'instant, on est, comme je disais, plutôt autour de 30. En fait, le problème là-dedans, au-delà de la partie recyclage, c'est qu'en fait, la production de plastique continue à augmenter. Donc en fait, vous avez d'un côté une production de plastique qui augmente et de l'autre côté un taux de recyclage qui stagne à 30. Donc en fait, c'est vraiment ça le souci. Là, je vous ai mis, sur le graphe, mais il y a, plus de 9 milliards de tonnes de plastique qui ont été fabriquées entre 1950 et 2020. Et en fait, la production de plastique, continue, à augmenter, quoi. Et sur ces, plus de 9 milliards de tonnes de plastique, il y a 75 qui, ou ont été mis en décharge ou, ont fini dans la nature et seulement, un quart sont toujours en cours d'utilisation et ont été, recyclés. Donc pour vous montrer vraiment, cette production-là, qui est drastique et puis si on continue, tel qu'on le fait, on va être sur une augmentation de plus de 40 d'ici à 2050, hein, sur les prévisions.
Donc, en fait, le recyclage et en tout cas les objectifs qu'on se fixe ne répondent pas du tout à la hausse de la production de plastique, en fait, qu'on n'arrive pas à recycler ou qui termine dans la nature. Et donc, pour finir, parce que vous vous dites: «Pourquoi elle me parle de ça?» sur le recyclage, mais vous le savez parce que vous êtes là aujourd'hui, mais du coup, vos investissements ont vraiment un impact, en fait, sur l'environnement parce que dépendamment des industries qu'on finance, ça peut aggraver le problème ou faire en sorte qu'il se résorbe et donc du coup, sur la slide suivante, je vais vous, expliquer un petit peu, alors de manière un peu plus macro, en tout cas selon Surpreneur, comment les entreprises appréhendent le risque plastique. Pour nous, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Sur la droite, vous avez un extract, du Global Commitment Progress Report de la fondation Ellen MacArthur qui date de 2023 et je vais le détailler un petit peu, mais en tout cas chez nous, enfin pour Surpreneur, pour nous, les entreprises, de manière générale, appréhendent mal le risque plastique, toujours via le prisme du recyclage, via l'incorporation de plastique recyclé, par exemple, des communications autour du geste de tri et des indicateurs de performance du type 100% d'emballage réutilisable, recyclable ou compostable d'ici 2025, pardon, mais qui pour nous sont des objectifs qui passent complètement à côté d'enjeux de désertification en fait, et de réduction justement de cette production plastique. Et les risques qu'ils apportent, alors je pense que Lionel va beaucoup parler des risques, donc je ne vais pas m'y étendre, mais pour nous, c'est vraiment des risques de type réputationnel que peuvent avoir les entreprises, de type réglementaire aussi, parce qu'il y a de plus en plus de lois qui encadrent tout ça, même si le traité plastique n'en est pas encore un bon exemple, mais on espère qu'il va devenir contraignant, ou par exemple des risques liés au contentieux juridique. Mais pour le coup, sur le petit extract du rapport de la Fondation Ellen MacArthur, vous voyez, en fait, au niveau mondial, c'est vraiment heu, un pourcentage de packaging des plus grosses marques. Et donc, vous voyez qu'elles sont très sur la partie recyclable, compostable, 64%, mais très peu sur la partie reusable, quoi. Donc, vraiment sur la partie réemploi. Elles restent très axées sur la partie recyclage. Alors, je ne dis pas, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et effectivement, techniquement, ça nécessite aussi de la R&D, des investissements. Mais c'est pour ça qu'on est là, aujourd'hui, en tout cas, pour l'investissement plutôt, dans le vrac, le réemploi et cetera. Et donc du coup, vraiment si on fait une focale sur, tout ce qui est économie circulaire et les acteurs financiers dans tout ça, donc Hugo va en parler, bien mieux que moi, sur tout ce qui est économie circulaire. Mais en tout cas, la Commission européenne pose vraiment cette, définition. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est un système économique dans lequel la valeur des produits, des matériaux et des autres ressources est maintenue aussi longtemps que possible. En général, il y a beaucoup d'acteurs qui confondent économie circulaire et recyclage. Ça n'est pas du tout la même chose. Et typiquement, dans les European Sustainability Reporting Standards, donc ESRS, qui place sur la gauche, vous voyez la hiérarchie des principes de circularité. Le premier qui est marqué, c'est le refuse, hein, donc c'est vraiment refuser tout ce qui est plastique. Et le dernier, c'est recycle. Donc encore une fois, vous voyez que pour le coup, pour nous, le recyclage n'est pas la priorité, on n'est pas les seuls à le dire. Et donc sur tout ce qui est acteur financier, la positionnement de Surpreneur et en tout cas, l'état d'esprit, c'est de dire qu'il y a encore une connaissance insuffisante justement de ces principes d'économie circulaire et de ces hiérarchies, de stratégie, qu'on a un écosystème économique encore concentré autour des acteurs du recyclage, une information ESG qui est inadaptée au pilotage de la déplastification qui pour nous, vous l'aurez compris, est le véritable enjeu. Et un dialogue entre ONG et acteurs financiers encore insuffisamment engagé, mais je suis ravie d'être ici, justement pour changer, cette donne-là. On voit quand même qu'il y a une prise de conscience progressive des impasses du tout recyclage et un développement progressif d'initiatives en faveur de la réduction en direction des investisseurs. Et donc du coup, je vais finir sur cette toute dernière slide. Donc comment Surpreneur sensibilise le secteur financier? Donc je vais laisser Lionel en parler juste après, mais effectivement avec Ophi, on a mené une campagne d'engagement sur la pollution plastique auprès de 20 entreprises sur leur exposition aux macroplastiques, type emballage, mais également sur leur exposition aux microplastiques. Oui, parce que maintenant tout le monde est au courant qu'il y a des macroplastiques, etc. Mais les microplastiques, ça reste quand même quelque chose sur lesquels il faut faire de l'acculturation. Et dans tout ce qui est microplastique, on a des granulés industriels, pellettes, vous savez, les choses qui sont utilisées pour fondre des petits granulés en plastique et faire d'autres objets en plastique,
l'usure des pneus et aussi les textiles synthétiques. Quand vous lavez vos textiles en polyester, ça termine dans le milieu marin directement. Et donc l'enseignement, c'est que de cette campagne, c'était vraiment que la réduction plastique nécessitait vraiment un changement systémique de la part de ces entreprises-là. Et puis, pour terminer, au-delà de la campagne qu'on a menée avec OFI, on travaille aussi avec d'autres acteurs financiers et notamment il y a Delubac qui est connecté, j'ai vu Laura tout à l'heure, pour créer des politiques d'exclusion dans les portefeuilles d'investissement, donc exclure vraiment des valeurs qui ne sont pas du tout alignées avec l'aspect déplastification, mettre en avant la déplastification et puis parfois faire de l'engagement actionnarial aussi, quand c'est possible auprès de certains acteurs. Voilà, je vous remercie et puis je prendrai vos questions à la fin de cette présentation. Super, bah, merci beaucoup Raphaël. Et maintenant, on va écouter Lionel Hortin, analyste ESG chez Ophir Invest. Oui, bonjour à tous, merci Ophir de nous recevoir. Donc, je vais faire une présentation d'un peu plus de 15 minutes sur la crise du plastique et sur la manière dont la finance durable peut être un moteur de changement. Sur les premières diapositives, je vais dire que quelques mots et c'est surtout sur les diapositives plus vers le milieu de ma présentation où je vais passer un peu plus de temps. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, là, je voulais juste vous dire 2 mots. C'est sur le point 3, en fait. L'IBES a donné 5 pressions sur la biodiversité. Et en fait, la pollution plastique, bien sûr, est dans la pression pollution. Mais en fait, dans les 4 autres pressions, on pourrait avoir le plastique, en fait. Land and Sea Use Change, et ben en fait, les décharges et la pollution plastique en fait, prennent des terrains, et aussi au niveau de la mer ou les continents de plastique. L'exploitation directe des ressources, en fait, quand vous fabriquez du plastique, vous prélevez du pétrole, qui est une matière de la biodiversité du passé. En changement climatique, 3% des émissions des gaz à effet de serre viennent de la production de plastique. Et dans les espèces exotiques envahissantes, en fait, sur les continents de plastique, vous avez des bactéries, vous avez des petits organismes, en fait, qui sont véhiculés et qui peuvent aller d'une île à une autre ou d'un continent à un autre. Et donc, du coup, on a un vecteur on a ce vecteur-là. Si vous voulez passer à la diapositive suivante. Donc, le plastique, en fait, c'est un des matériaux qui a été le plus fabriqué par l'homme avec le ciment et l'acier. Et donc, la production a doublé depuis les 20 dernières années, et au cours des 40 prochaines années, ça va même tripler, si on continue sur les mêmes lancées. Et il y a 22% en fait qui est rejeté dans l'environnement. Si vous voulez passer à la diapositive suivante, le plastique, en fait, il est partout autour de nous. Donc là, vous avez des cas d'utilisation, mais en fait, il est vraiment partout autour de nous. Si on passe à la diapositive suivante, en fait, le plastique, on parle souvent de l'emballage, donc ça, c'est le macroplastique, mais il est transformé en microplastique. Et en fait, il se retrouve à 52% dans le sol, on a une contamination des sols, et à 48%, en fait, il se retrouve dans les océans. Ça, c'est juste un mot, en fait, pour vous dire qu'il faut être prudent par rapport aux quantités qu'on lit qui sont rejetées dans l'océan. On parle de 8 à 12 millions, voire plus. Il y a un des scientifiques les plus en pointe sur le domaine, qui est monsieur Johnny Caspieri, qui dit en fait qu'ils ont compté les quantités qui allaient dans l'océan, et visiblement les quantités seraient peut-être plus faibles. Mais ce qu'il dit, c'est que si on a déjà toutes ces quantités qui vont dans l'océan, et c'est un tel problème, ça veut dire que dans ce cas-là, il ne faut pas demander simplement une réduction de 10 à 20% des quantités de plastique produites. Il faut carrément demander une baisse beaucoup plus conséquente au niveau de la production mondiale de plastique pour pouvoir régler le problème. Si on continue. Alors là, c'est la slide, c'est une nouvelle diapositive que j'ai faite, c'est tout nouveau. En fait, je me sens plus à l'aise de le faire depuis que j'ai rejoint le groupe de Finance Leadership Group en plastique, où j'ai accès à plus d'informations. Mais en fait, le plastique a aussi alors, un impact sur la biodiversité, mais aussi sur la communauté des humains. Et en fait, vous avez 3 niveaux. Un, dans le plastique, vous avez des additifs chimiques.
Et ce sont des additifs chimiques qui sont extrêmement néfastes pour la santé humaine. Et dans le dernier rapport, en fait, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ils ont mis un coup sur les 3 additifs chimiques couramment utilisés que sont les retardateurs de flamme PBDE, le bisphénol A et le phtalate DEHP. Et ça, en fait, le coût est évalué à 675 milliards de dollars par an. Et donc, c'est juste des montants qui sont astronomiques. Et donc, il est faux de dire que le plastique est économique et performant, c'est même l'inverse, les plastiques coûtent très cher. Et leurs coûts et leurs conséquences cachées sont clairement évalués par la communauté des scientifiques. Là, dans le deuxième carré à droite, vous avez plutôt tout ce qui est micro et nanoplastique. Et donc, ça a un impact au niveau des poumons, des artères, au niveau du sang, du placenta, au niveau de l'appareil de reproduction de l'homme. Voilà, et aussi, il faut bien garder en tête qu'au niveau des communautés, des pays en développement ou les communautés où les revenus sont les plus bas, c'est là où en fait le coût sur la santé est le plus important. Si on passe à la diapositive suivante, donc ça, je vais vous présenter les leviers d'action et les risques à prendre en compte en tant qu'investisseur durable. Tout d'abord, les investisseurs doivent comprendre les impacts générés par l'ensemble des produits et services proposés par les entreprises, y compris leur chaîne de valeur. Ensuite, ils doivent engager le dialogue avec les entreprises sur ce sujet, les sensibiliser à l'impact des plastiques et comprendre comment elles atténuent leurs risques. Les investisseurs doivent demander aux entreprises d'être plus transparentes, de rechercher des alternatives au plastique et de comprendre la nécessité de définir des trajectoires de réduction du plastique. Et là, il s'agit là d'avoir des activités de gestion responsables. Troisièmement, avec le règlement SFDR, les investisseurs ont commencé à mesurer l'empreinte de leur portefeuille sur la biodiversité et ils vont bientôt calculer leur trajectoire, leur empreinte plastique. Et quatrièmement, donc à gauche là, les investisseurs devront financer des solutions, la recherche et développement et augmenter les dépenses en investissement afin de préparer et de développer les alternatives au plastique. Sur les risques, dans la colonne de droite, la manière, alors, il faut regarder la manière dont les émetteurs gèrent l'impact négatif lié à toute pollution de l'écosystème. Il faut aussi regarder la manière dont ils gèrent le risque lié aux controverses associées à l'impact de la pollution plastique sur la biodiversité, car ce risque, il est réputationnel. Par exemple, si une ONG met une campagne contre eux, du coup, c'est au niveau de la réputation. Tous les ans, il y a des campagnes sur le résultat de ce qu'on a trouvé sur les plages, et tous les ans, on a les mêmes noms qui sont cités. On peut aussi avoir un risque juridique, et nous avons déjà vu une action au nom du devoir de vigilance menée par des ONG, dont Sunrider, et aussi on a vu des résultats. Hein. Vous n'en avez pas parlé, mais vous avez un dialogue avec Danone, par exemple. Alors, bien sûr, il peut y avoir des risques liés à la santé, dont j'ai parlé juste avant. La manière dont une entreprise est capable de s'adapter aux changements réglementaires visant à lutter contre la pollution plastique. En Europe, vous avez donc la directive européenne sur l'économie circulaire et la directive européenne sur les plastiques à usage unique. Donc, c'est ce dont vous avez parlé à la SUP. Et les entreprises doivent s'adapter, ce qui leur occasionne des coûts supplémentaires. J'ai un ami qui travaille chez Coca-Cola, en fait, il se plaint de l'augmentation des coûts de dépenses pour se mettre à niveau. Enfin, les investisseurs doivent examiner comment les émetteurs peuvent adopter des objectifs de réduction du plastique et comment ils peuvent eux-mêmes travailler sur un portefeuille avec une trajectoire de déplastification, comme on a des trajectoires de décarbonation. Donc ça, c'est quelque chose d'important, on l'a appris avec nos échanges avec Surfrider. Si on passe à la diapositive suivante. Alors ça, c'est des exemples plus concrets. Jean-Pierre Grimaud, notre directeur général, a écrit une tribune. Et en fait, alors par exemple, chez Ophi Invest Asset Management, nous intégrons un indicateur concernant la gestion des déchets et emballages plastiques pour les secteurs les plus concernés. On soutient aussi des initiatives comme la responsabilité énergétique des producteurs, la REP. Nous dialoguons avec les entreprises, et je vais revenir là-dessus. Et on accompagne aussi les entreprises pour développer des solutions industrielles pour améliorer. Alors, on a encore, nous, sur le tri, le recyclage des plastiques, mais aussi sur la consigne, les machines de consigne. Et aussi, on a des acteurs cotés qui investissent dans l'augmentation des capacités de traitement de recyclage. On a après aussi une filiale non cotée qui appartient à Ophi Invest qui s'appelle Swen Capital Partner. Et ils ont une stratégie qui s'appelle Blue Ocean, qui investit dans des solutions qui réduisent la pollution plastique à la source. Vous avez le rapport d'impact 2024.
en lien, il faudra cliquer sur ici. Et par exemple, ils ont des filiales, ils ont des sociétés qui développent des matériaux biodégradables issus de déchets agricoles qui remplacent les plastiques conventionnels. Ils ont des modèles de distribution en vrac et consigne. Donc, je tiens à dire, la distribution en vrac, c'est quelque chose d'important. Je sais que ça tient beaucoup aussi à cœur à Surfrider, et de consigne qui élimine les emballages à usage unique. Et aussi, par exemple, ils ont une société qui produit des soins rechargeables conçus pour limiter drastiquement les déchets plastiques du quotidien. Donc ça, c'est des exemples concrets. Après, sur en fait tout ce qui est réglementaire, cette diapositive, il y a des efforts législatifs actuels concernant les lois sur les sacs plastiques légers qui constituent un bon indicateur pour évaluer les efforts au niveau mondial. Et il y a une section Wikipédia qui est consacrée à ce sujet. Et donc, il y a 114 pays qui ont mis en place des interdictions. Donc, par exemple, la Chine et l'Inde, c'est important parce que c'est là où il y a beaucoup de la population mondiale. Il y a 18 pays qui ont mis en place des interdictions régionales uniquement. Donc ça, par exemple, vous avez des pays, c'est quand même plus surprenant, bon, de grande taille, comme les États-Unis, le Brésil, l'Indonésie, qui est le 4e pays le plus peuplé au monde. Et il y a 39 pays qui ont adopté des modèles de taxation ou de taxation volontaire. Et au total, on a 172 pays, et c'est 5 pays de plus qu'en s'est vu la dernière fois en mars de cette année, sur 195 qui ont pris des mesures dans ce domaine. Mais il faut quand même noter qu'il y a par exemple la Russie, le Vietnam, qui n'ont pris encore aucune mesure. On passe à la diapositive suivante. Donc, je vais vous parler en fait de la campagne d'engagement que OFI a menée entre 2020 et 2022 pour son actionnaire massif avec l'aide de l'ONG Surfrider Europe. Nous avons contacté 19 entreprises dans nos portefeuilles et leur avons envoyé un questionnaire personnalisé en 3 parties afin de comprendre leur approche sur ce sujet. Nous avons contacté des entreprises exposées aux emballages et aux microplastiques. Et nous avons donc contacté des entreprises de biens de consommation, des fabricants de produits alimentaires et de boissons, ainsi que des détaillants de vêtements. Nous avons également contacté un fabricant de pneus et des entreprises de restauration rapide et d'entreprises. Les 3 parties du questionnaire portaient sur l'engagement de l'entreprise en faveur de politiques de réduction du plastique, la deuxième partie sur les objectifs et les actions, et la dernière partie sur les résultats. Il est ressorti de cet engagement que toutes ces entreprises considéraient la pollution plastique comme un risque, mais elles n'étaient pas identifiées dans leur plan de vigilance. Une seule entreprise, Unilever, avait intégré un critère de rémunération variable lié au plastique, et chez Unilever, il y avait 25% de la rémunération à long terme qui était liée à 8 indicateurs de durabilité, dont l'un concernait l'augmentation des matériaux recyclés dans les emballages. Bien que les 2 tiers des entreprises se soient engagées à réduire la quantité de plastique dans leurs emballages, la majorité d'entre elles n'ont pas présenté les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et de nombreuses entreprises préféraient la voie de la circularité à celle de la réduction. Et en ce qui concerne les microplastiques, certaines entreprises n'étaient pas au courant de ce problème et nous ont demandé des informations supplémentaires. Nous n'avons pas obtenu beaucoup de transparence sur les chiffres d'entreprise du secteur de l'habillement à ce moment-là. Sur la slide suivante, en fait, alors, les bonnes pratiques, je vais vous parler des bonnes pratiques. Nous avons constaté que toutes les entreprises étaient membres d'associations telles que le WWF ou la Fondation Ellen MacArthur, ce qui est positif car elles partagent entre elles leurs meilleures pratiques. De nombreuses entreprises contribuent au financement d'ONG locales pour la collecte des déchets plastiques, je pense surtout à l'Asie du Sud-Est. Il existe en fait un écart considérable entre les marchés émergents et les marchés développés. Et les marchés émergents ne disposent pas encore des infrastructures nécessaires pour collecter et trier tous les emballages plastiques. En ce qui concerne les aspects à améliorer, c'est la colonne du milieu, excusez-moi, la plupart des slides étaient en anglais. Nous avons constaté que les efforts visant à réduire l'impact de la pollution pour les microplastiques étaient limités. De plus, on n'a pas constaté beaucoup d'engagement de la part des entreprises pour réduire en termes absolus leur consommation de plastique, et c'est quelque chose qu'on aimerait voir davantage. Mais il n'y a pas eu cette prise de conscience. En ce qui concerne les lacunes, donc à droite, les gaps, il est très rare que les entreprises exigent de leurs fournisseurs une réduction de l'utilisation du plastique, et lorsqu'elles le font, elles n'incluent pas d'exigences concernant les microplastiques. Donc là, je parle au niveau des fournisseurs. De nombreuses entreprises appliquaient 2 poids, 2 mesures, et c'est le cas lorsqu'elles ont une politique différente en matière de plastique entre les marchés développés et les marchés émergents. Et elles n'ont pas une politique mondiale unique. Ça, Surfrider nous avait prévenu de ça, et on l'a constaté. Nous avons également constaté que pour certaines entreprises, l'abandon du plastique était une perspective lointaine. Une entreprise de biens de consommation américaine
à l'échelle mondiale, a déclaré que les emballages en plastique faisaient partie de la valeur de leur marque. Enfin, un nombre important d'entreprises avec lesquelles nous avons discuté étaient encore en train de calculer leur consommation de plastique. Je tiens à souligner que quand on avait mené cette enquête, c'était pendant la période du Covid-19 et que donc les entreprises ont subi pas mal d'effets positifs ou négatifs sur les volumes en fonction de ce virus. Et malheureusement, pour la nature, la tendance de la consommation de plastique était toujours à la hausse. Alors, il y a eu quelques revers, donc si on passe à la diapositive suivante, il y a 2 sociétés avec qui on avait discuté, c'était Unilever et Coca-Cola, qui ont annoncé à la baisse leur engagement en matière de plastique. C'est quelque chose donc qu'on a constaté, mais pareil, je me rappelle qu'on avait discuté avec vous, vous aviez dit que c'était courant, en fait, que les sociétés se fixaient des très gros objectifs et en fait, les objectifs étaient revus à la baisse parce qu'en fait, au niveau opérationnel, c'était très compliqué. Aussi, ça ne vous a pas échappé que Trump aux États-Unis a souhaité le retour des pailles en plastique. Et les négociations de cet été sur Inc, mais Inc 5.2 ont été un échec, donc c'est ce que vous a expliqué longuement. Il y a une information quand même que je peux vous donner, c'est que le président Luis Valdivieso a démissionné pour des raisons personnelles et professionnelles le 7 octobre, donc il y a juste une semaine. Voilà, si on passe au slide suivant, c'est en fait un starter kit pour les investisseurs institutionnels que je vous ai fait sur 2 pages, en fait. Les investisseurs ont besoin de développer leurs compétences et leur expertise dans le domaine. C'est pourquoi j'ai répertorié quelques ressources que vous pouvez utiliser pour approfondir vos connaissances. La fondation Minderoo, basée en Australie, fait un travail remarquable en identifiant les plus grands producteurs de polymères vierges. Et elle a mis au point un score de circularité afin de mettre en avant les acteurs qui déploient les efforts les plus importants. Donc ça, je vous conseille ça comme ressource. Il y a aussi, pour les entreprises de biens de grande consommation, le travail de la Fondation Ellen MacArthur, qui est très similaire à l'initiative scientifique sur les objectifs climatiques. Et aussi, il y a un rôle accru de cette institution ça serait bien en fait, parce que ça contribuera à harmoniser le cadre d'évaluation et à fixer les objectifs parmi les entreprises. Et après, il y a des consultants aussi que je peux vous recommander. Après, c'est pas gratuit, c'est payant. C'est les experts d'Earth Action qui ont développé une méthodologie pour mesurer l'empreinte plastique des institutions financières. Et elle permet de calculer la quantité de pollution plastique en tonnes métriques financées par un portefeuille et les déchets plastiques mal gérés de fournir une intensité de pollution plastique par entreprise. Donc, on a du gramme par euro de chiffre d'affaires. Pour la deuxième slide sur le starter kit pour les investisseurs institutionnels, en ce qui concerne les microplastiques, et plus particulièrement dans le cadre de notre engagement, on avait trouvé très peu de chiffres sur le textile. Mais depuis, quand même, j'ai découvert qu'il y avait la Changing Market Foundation qui a publié plusieurs études qui sont extrêmement intéressantes et qui donnent tous les chiffres sur la consommation des fibres synthétiques de ces entreprises. Aussi, sur l'industrie du pneu, on manquait pas mal d'informations, mais la réglementation Euro 7 nous a permis de connaître le nombre de tonnes de microplastiques générées dans l'Union européenne par l'abrasion des pneus, et elle fixe un objectif de réduction de 30% d'ici 2030. Aussi, j'ai lu ce matin qu'il y a une ONG qui s'appelle Agir pour l'environnement, qui a publié une étude sur la pollution plastique générée par le secteur sur l'Europe, et avec les éléments toxiques. Donc, je vous invite à aller la lire, c'est extrêmement intéressant. Voilà, c'était ma dernière en fait diapositive, et du coup, je vais passer la parole à Hugo Konzelman, responsable affaires publiques et juridiques à l'INEC, qui va présenter son approche politique publique et économie circulaire. Et je serai bien sûr content de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis en ligne, moi, et je vais plutôt, du coup, vous décrire un petit peu ce qu'il en est des politiques publiques actuelles, de ce dont on est sûr et de ce dont on n'est pas sûr au niveau national sur le sujet plastique et le sujet plastique à usage unique, hein, surtout. Donc j'ai pas de slide, mais j'espère que je serai quand même clair.
Donc, pour vous présenter très très rapidement l'INEC, on est un think tank qui a pour objectif de mettre les sujets d'économie circulaire sur le devant de la scène à travers des études et des actions de plaidoyer. Et on travaille notamment pas mal avec le FIR sur les questions de risque pénurique et de planification, pardon, de l'investissement, ce qui fait qu'on est aussi pas mal sollicité par les pouvoirs publics sur l'ensemble des politiques qui vont relever de l'économie circulaire, ce qui a été notamment le cas sur le très récent plan plastique présenté par l'ex-ministre Pannier-Runacher de l'Environnement. C'est un peu là-dessus que je vais peut-être enfin, concentrer mon propos pour pas m'éparpiller et pour vous dire un peu où on en est des objectifs réglementaires, de comment ce plan plastique vient essayer de les appliquer et des éventuelles critiques ou remarques qu'on peut faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le risque pour les investisseurs, on peut le constater, hein, il vient des incertitudes qui sont liées aux politiques publiques menées aujourd'hui, ou en tout cas à celles qui sont voulues. Un exemple qui est pour moi assez marquant, on demande beaucoup d'investissements dans le développement du recyclage plastique et notamment de tout ce qui va être plastique à usage unique, alors qu'il y a un objectif qui est connu, qui est clair, qui a été voté dans la loi AGEC en 2020, c'est la fin du plastique à usage unique en 2040. Donc on demande en gros d'investir sur des grosses capacités industrielles qui permettent le recyclage du plastique, tout en sachant que dans 15 ans, on devra avoir tout fermé. Ce qui, là, porte une forme de contradiction assez problématique pour ceux qui veulent investir, mais aussi en fait pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème, hein. Donc, de quoi est-ce qu'on peut dire qu'on est sûr aujourd'hui? On a cet objectif-là pour 2040 de fin de plastique à usage unique en France, qui aujourd'hui n'a pas été remis en cause, hein, et donc il va falloir respecter. On a aussi une France qui paye 1,5 milliard d'euros de taxes plastiques à l'Union européenne pour non-respect des objectifs de collecte de plastique en vue du recyclage. Ce qu'on sait aussi, et ça l'a déjà été dit par mes collègues juste avant, mais on sait que aujourd'hui le plastique recyclé, il est plus cher que la matière vierge. Et donc, il y a un vrai problème de compétitivité, quoi qu'il arrive, hein, même au-delà des objectifs réglementaires, il y a un problème de compétitivité du plastique recyclé vis-à-vis de la matière vierge, souvent importée et souvent peu traçable en provenance d'Asie. Ce qu'on sait aussi, c'est que la part d'économie circulaire et donc la part aussi de matériaux recyclés, dont le plastique, recule dans l'économie mondiale. Selon le Circularity Gap Report, on en était à peu près à 7% en 2024 de l'économie mondiale qui relevait de l'économie circulaire, mais on en était à 9 il y a encore quelques années. Donc en fait, on recule. C'est pas non plus un signe voilà, encourageant. Et puis, si on regarde au niveau national, qu'est-ce qui va se mettre en place dans les prochaines années? On parlait de la REP, la responsabilité élargie du producteur, donc qui est sur les emballages ménagers aujourd'hui, sur plein d'autres secteurs également, mais sur le plastique à usage unique, c'est quand même beaucoup sur les emballages ménagers. On a aussi une REP qui va se mettre en œuvre sur les emballages professionnels et qui va donc venir aussi devoir être intégrée dans la réflexion des personnes qui doivent investir dans ces capacités de production éventuellement de plastique recyclé. Donc c'est aussi le travail, nous, de l'INEC, hein, c'est de prendre en compte toutes ces dimensions d'essayer de sécuriser et de planifier, enfin d'aider en tout cas à planifier les investissements à travers un certain nombre de règles fiscales, à travers un certain nombre de règles réglementaires de sécuriser finalement les investissements envers l'économie circulaire. Je vous donne deux exemples récents qui sont actuellement débattus dans le projet de loi de finances pour 2026. Nous, on propose une hausse de la TVA sur les bouteilles à usage unique. Alors, la subtilité avec la bouteille plastique, c'est que
on intègre tous les matériaux parce que pour nous, le sujet, c'est l'usage unique avant tout, avant même le plastique, hein. On disait que le PET, finalement, ça se recyclait bien et qu'en fait, il va y avoir un certain nombre de sujets vis-à-vis d'autres matériaux, d'effets de report vis-à-vis d'autres matériaux qui vont pouvoir être problématiques. Donc nous, on propose une hausse de la TVA sur les bouteilles à usage unique qui aujourd'hui est à un taux réduit, hein, à 5,5%. On propose de la rehausser à 20%. Et puis en aval de la chaîne, on propose également d'augmenter, de permettre de développer la tarification incitative des déchets qui permet un meilleur tri, une meilleure collecte et finalement une réduction du plastique. Parce que finalement, l'objectif, hein, c'est qu'au final, on extrait moins et qu'on valorise au mieux ce qui a déjà été extrait. D'autant qu'on parle souvent de la question écologique, de la question pour la santé humaine, ça a déjà été évoqué. On ne parle pas aussi finalement de notre dépendance aux imports. Alors c'est vrai sur le plastique, c'est vrai sur en fait l'ensemble, hein, de nos produits et des matériaux desquels on va dépendre. On est très largement dépendant des imports pour nos modèles économiques français et on considère, nous, à l'INEC, que c'est un danger aussi important que celui de la dette, hein, par exemple. Cette fracturation, pardon, de la chaîne de valeur et du fait qu'on dépende énormément des imports, ça doit aussi interroger des éventuels investisseurs qui doivent se dire, est-ce que le modèle dans lequel j'investis dans 10 ans, est-ce qu'il est viable ou est-ce que finalement, si demain la Chine met un tour de vis sur ses exportations, ça va pas nous poser un problème. Et donc, voilà un petit peu sur la partie contexte, quels sont les objectifs réglementaires et normatifs qui ont été fixés et dans lesquels, finalement, vient s'insérer le fameux plan plastique qui a été présenté par la ministre il y a quelques mois. Donc, je vous l'ai dit, on a cet objectif, hein, majeur qui est fin du plastique à usage unique en 2040. La loi vise également une réduction de près de 50% des bouteilles plastiques mises sur le marché d'ici 2030 par rapport à 2018. Donc on passerait en 2030 par rapport à 2018 de 14,6 milliards de bouteilles mises sur le marché par an à 7,3. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que cet objectif-là, il ne suit pas du tout une bonne tendance, hein. Les metteurs en marché n'ont pas de volonté de réduire de leur propre fait cette mise en marché, d'où aussi le fait que nous, on propose d'autres dispositifs fiscaux, notamment la hausse de la TVA, pour les contraindre. Vous avez aussi en 2030 un objectif de 20% des surfaces de grands commerces de vente, les supermarchés, hein, qui devront dédier donc 20% de leur surface à des produits sans emballage primaire. Donc ça comprend la vente en vrac, ça comprend le réemploi. Ça, c'est un objectif réglementaire qui est encore une fois très important et qui n'est pas remis en cause et dans lequel il va falloir réfléchir. Et puis, vous avez d'autres objectifs qui vont être des objectifs européens, mais qui sont aussi importants, et notamment un objectif de recyclage du plastique de 50%, en 2025, hein, donc aujourd'hui, et 55% en 2030. La France aujourd'hui, en plus, est très très loin, elle est vraiment dans la queue du peloton sur ces objectifs de recyclage du plastique, puisqu'elle est à peu près à 26% aujourd'hui, et son taux de recyclage, pardon, bien, il progresse beaucoup trop lentement. On est à peu près à 1% par an. Donc, c'est pas suffisant. Et puis, l'Europe a également fixé un objectif spécifique de collecte pour le recyclage des bouteilles plastiques pour boissons, donc bien spécifique là. Et cet objectif-là, il est à 77% pour 2025 et 90% pour 2030. La France en est extrêmement loin aussi, et elle va devoir mettre un sacré coup de collier, sans quoi l'Union européenne l'obligera notamment à mettre en place certains dispositifs qui peuvent être problématiques pour la France, notamment la consigne pour recyclage du plastique. Et donc voilà un petit peu pour les objectifs. Alors ce plan plastique, dans quel contexte il s'inscrit? On l'a déjà dit, hein, l'absence d'accord sur le traité plastique a mis la France dans une position
qu'elle a voulu ambitieuse pour montrer l'exemple, une forme d'exemplarité vis-à-vis des autres pays. Et au-delà des objectifs déjà ambitieux qu'elle avait fixés, elle a voulu se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on va les mettre en place, ces objectifs? Il ne suffit pas de les avoir votés. Maintenant, on va essayer de dire comment on va les réaliser. Donc, comment, en fait, finalement, on va essayer de respecter la loi qu'on s'est imposée. On a des grands axes sur lesquels ce plan va être structuré. Le sujet de la sobriété et de la prévention, c'est le premier sujet en économie circulaire, hein. On le disait tout à l'heure, c'est pas que du recyclage d'économie circulaire, c'est pas non plus que du réemploi, c'est surtout et avant tout le sujet de la sobriété, de ne pas produire le plastique, puisque la meilleure des ressources, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc c'est un premier axe qui est important. Vous avez le deuxième axe qui est l'amélioration de la collecte et du tri, et un troisième axe qui est quand même aussi important, le renforcement du recyclage et du réemploi. Alors sur la partie sobriété et prévention, on a grands objectifs. Le premier, ça va être utiliser les éco-contributions que versent les metteurs en marché pour le système pollueur-payeur de la REP, et utiliser ces éco-contributions pour les moduler afin que les metteurs en marché réduisent leurs emballages inutiles. Donc l'emballage inutile, c'est une définition très précise dans la loi. Ces emballages inutiles-là, ils feront l'objet d'une surtaxe, hein, d'une éco-modulation, on appelle ça, de l'éco-contribution. Et donc, ça devrait inciter les acteurs réduire ces emballages inutiles. Et les pouvoirs publics prévoient aussi une campagne nationale sur la sobriété, le vrac, le réemploi et le geste de tri. Sur la dimension réemploi, donc je vous l'ai dit, pour respecter cette obligation de 20% de surface dédiée au vrac d'ici 2030, on a deux objectifs qui sont liés aussi à la REP, un soutien à la standardisation d'emballages réemployables et aux infrastructures de lavage, parce que qui dit réemploi dit nécessité de créer toute une logistique pour réemployer effectivement ces emballages, le verre hein, en général, mais pas que. Donc il faut des camions qui passent, il faut des infrastructures pour le lavage, et il faut surtout standardiser les emballages parce qu'on ne peut pas avoir un même produit qui soit de différentes déclinaisons, sinon on va créer beaucoup trop de flux logistiques. Et puis, l'idée aussi, c'est de s'appuyer encore une fois sur l'éco-contribution pour, là, cette fois-ci, créer une incitation via cette éco-contribution, une modulation favorable pour les emballages réemployables. Sur la dimension collecte et tri, on a une obligation de généraliser le tri, donc tous les emballages, quels qu'ils soient, vont devoir aller dans le bac jaune. Vous l'avez déjà vu sans doute chez vous, mais ce n'est pas le cas partout en France, donc il va y avoir cette obligation-là. Et l'objectif, c'est également qu'on couvre 100% du territoire avec la collecte qu'on appelle hors foyer, qui est la collecte, en gros, dans les poubelles que vous trouvez dans la rue, où aujourd'hui on a un vrai problème de tri, puisque tout le monde jette n'importe quoi dans ces poubelles. Vous avez pu voir que dans les gares, par exemple, vous avez désormais deux poubelles avec une poubelle de tri et une poubelle du tout venant. Ben, l'idée, c'est que vraiment 100% du territoire soit couvert, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur les obligations qui sont faites sur la partie recyclage et industrie, on a le soutien à l'éco-conception pour limiter le type de plastique non recyclable qui était justement évoqué en début de présentation, limiter aussi les substances dangereuses et soutenir l'investissement industriel malgré en effet cette contradiction que j'ai évoquée avec vous en début de présentation, via notamment des primes à l'incorporation. Donc là, les modèles économiques du recyclage du plastique vont être soutenus via des primes pour leur permettre d'être compétitifs hein, vis-à-vis du plastique vierge. Et tout ça, c'est aussi pour respecter l'obligation européenne d'incorporation des plastiques recyclés. Et on va essayer aussi, enfin la France va essayer de porter des clauses miroirs contre le dumping social et environnemental pour essayer de limiter l'importation de plastique de mauvaise qualité. Donc voilà un petit peu sur les grands objectifs du plan et bien évidemment ce plan se base en grande partie sur le rôle clé des filières REP, je vous parlais des éco-contributions,
La REP emballage ménager, c'est aujourd'hui 1,3 milliard d'éco-contributions et c'est le principal levier du plan pour eh bien, limiter la prolifération du plastique et permettre le développement du plastique recyclé et des autres leviers, bien évidemment, de l'économie circulaire. Ajoutons à cela, en effet, le développement de la REP emballage professionnel et commerciaux qui, là, donc, va couvrir eh bien, l'ensemble du champ B2B. L'État se fixe aussi trois grands objectifs qu'on peut considérer un peu enfin, qui peuvent être un peu légers à notre sens, mais l'État souhaite une suppression totale des bouteilles en plastique achetées par l'administration. Pourquoi pas? L'impact sera intéressant et puis il y a une question d'exemplarité. Il veut aussi avoir une forme d'approche territorialisée et partenariale en se basant notamment sur les COP régionales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces COP régionales, mais l'idée c'est d'avoir une déclinaison régionale de ce plan pour chaque région. Et puis, il va vouloir aussi faire un travail de consolidation des données avec la nécessité d'avoir une forme de lisibilité et de transparence sur ces données parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une forme de contestation hein, aussi des données qui sont mises en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, à l'INEC, de ce plan? On a trois grandes dimensions qui nous semblent importantes pour compléter ce plan. Euh, Aujourd'hui, la France n'a pas un plan qui est suffisamment opérationnel. On n'a pas de vision des modalités de mise en œuvre et des leviers structurants qui peuvent être mis en place. Tout ça n'est pas suffisamment précisé alors qu'il existe un certain nombre de mesures qui pourraient être intéressantes, notamment de prévoir des objectifs intermédiaires qui nous permettent de calculer finalement la progression des différents objectifs qu'on s'est fixés. Là, on reste sur des grands objectifs très lointains et c'est un peu problématique. Et on pourrait assortir à ces objectifs des mesures très concrètes aujourd'hui, notamment qui viseraient à étendre la tarification incitative des déchets, qui viseraient à améliorer la fiscalité du plastique. Et ça, aujourd'hui, l'État ne s'engage pas là-dessus. Donc, on a des objectifs, on n'a pas forcément des moyens qui sont suffisamment précisés. Et je reviens sur l'objectif de moins 50% des bouteilles plastiques mises sur le marché par les producteurs à horizon 2040. On ne sait pas aujourd'hui comment est-ce que on va faire. Ni l'État, ni les producteurs n'ont de plan bien précis. Donc il va falloir à un moment avoir une forme d'obligation, de contrainte pour atteindre cet objectif, qui est un objectif dans la loi, hein, tout simplement. On considère aussi, et c'est un peu normal que ce plan il est centré globalement beaucoup sur l'aval, donc sur la gestion des déchets qui existe déjà, pas assez sur la sobriété, sur la prévention, sur l'éco-conception. Et ça, c'est un peu problématique. Je sais que c'est les dimensions les plus complexes à mettre en place en matière d'économie circulaire. Hein. Et il se concentre un petit peu trop sur le recyclage et sur les emballages plastiques. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a un sujet quand même d'effet report sur d'autres matériaux si on se concentre uniquement sur le plastique qui peut être problématique. Et donc, nous, voudrait vraiment que l'État travaille à l'usage unique. Parce que vous pouvez avoir du plastique qui est réemployable, qui est très bien, et vous pouvez avoir des phénomènes un peu problématiques. Je vous donne l'exemple des bouteilles en carton que vous avez dans le TGV que la SNCF a mis en œuvre pour lutter contre la pollution plastique. Ben, en fait, si on regarde le bilan en termes d'empreinte ressources, d'empreinte eau, d'empreinte environnementale entre une bouteille en plastique et la bouteille en carton que la SNCF a mis en place, bien, on s'aperçoit que c'est une fausse bonne idée parce que le bilan de ces bouteilles en carton, le bilan environnemental est beaucoup plus lourd que les bouteilles en plastique. Donc, il faut faire attention à être uniquement focus sur le plastique parce que c'est en effet le problème majeur, mais il faut faire attention aux effets de bord qu'on va provoquer si on se concentre uniquement là-dessus. Et puis, si j'ai une dernière chose à dire sur ce plan et sur les politiques publiques qui sont aujourd'hui mises en place par l'État, on voit qu'il n'y a pas de moyens financiers qui vont être mis en œuvre
qui vont être dégagés pour mettre en place ce plan dans un contexte où budgétaire qui est très contraint, on l'entend, mais dans ce cas-là, comment assurer une forme de cohérence entre les objectifs fixés et les moyens financiers nécessaires pour mettre en place tous ces objectifs là, et comment est-ce qu'on met en place aussi des outils de pilotage qui vont permettre d'être cohérents sur le long terme et de ne pas avoir finalement un État qui avance, recule en fonction de la situation politique, de la situation budgétaire. Donc ça, c'est des choses qui aussi nous interrogent. Voilà, je vous ai cité beaucoup de chiffres, beaucoup de choses, et j'espère que c'était pas trop lourd. Mais en tout cas, je suis aussi ouvert si vous avez des questions sur ce plan plastique et sur les politiques publiques qui ont été décidées récemment pour lutter contre cette pollution plastique. Merci beaucoup Hugo. On va maintenant passer aux questions. On a encore un petit temps dédié. Il y a déjà 2 questions dans le chat. La première de Clémence Bourset, donc je vais la lire. Lionel, pourriez-vous nous donner plus de précisions sur les suites données à cette campagne d'engagement, donc avec Surfrider, et avez-vous fixé des axes d'amélioration suivis dans le temps et où avez-vous resoumis le questionnaire aux entreprises? Alors, bien sûr, c'est une excellente question. Alors, en fait, nous, suite à cet engagement, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, OFI Invest, on a en fait décidé de poursuivre notre engagement en faveur du plastique en signant une déclaration des investisseurs sur le plastique qui était coordonnée par la VBDO, c'était l'Association néerlandaise des investisseurs pour le développement durable, et qui a été publiée en mai 2023. Il faut savoir que là, avant Link 5.2 de cet été, il y a eu à nouveau une déclaration qui a été proposée, on l'a à nouveau signée. Donc déjà, on se fait un peu quand même porte-parole, on veut être présent sur le sujet au niveau international. Ensuite, il y avait pas mal de choses. C'est que, déjà, suite à cet engagement, je partage les conclusions qu'on a eues avec d'autres investisseurs. Donc par exemple, quand on a compris l'impact des pneumaticiens, vous pensez à un grand groupe français, sur la nature, on a halluciné quand même, hein. D'ailleurs, quand on a échangé avec eux, on a eu un retour exceptionnel. On a eu 5 personnes en face de nous, dont une personne qui était responsable des relations lobbying à Bruxelles, et l'ingénieur en charge de la R&D. Enfin, c'était quelque chose. On a eu une réponse exceptionnelle, alors que dans le rapport annuel, il y avait 2 petits passages sur l'impact, la probabilité de la toxicité, etc. Bon, après, vous avez vu, par exemple, et ça commence à être un peu plus mainstream. Bon, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'aussi au niveau des fameux indicateurs qu'on utilise sur la biodiversité, pour la gestion des rejets emballages, etc., on a regardé si, entre les réponses qu'on avait et ce que nous donnait notre provider, qui était MSCI, on avait des différences. Donc, on avait mis des bonus-malus déjà. Ça, dans le temps, ça fait plutôt gommer. Par contre, pour les pneumaticiens, on l'a gardé pendant au moins 4 ans ou 5 ans, parce qu'en fait, c'est simplement des nouvelles au niveau scientifique sur les saumons, l'état de santé des saumons en Amérique du Nord, qui a fait que MSCI a commencé à revoir à la baisse sa note sur l'indicateur justement des rejets plastiques. Voilà, donc ça, c'est les derniers qu'on a changés. Et après, sur la deuxième partie de votre question, qui est en fait, est-ce qu'on a fait un suivi pour voir comment ça avait évolué depuis? Malheureusement, non. Autant on le fait sur le climat, on est signataire de la NetZero, enfin nos clients sont signataires de la NetZero, et donc sur le climat, on est en train de faire le deuxième échange avec les plus grands émetteurs de CO2 de nos portefeuilles. Sur le plastique, on n'a pas eu une deuxième vague d'échanges pour voir où ils en étaient, mais quand même, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on a vu un taux de réponse qui était exceptionnel, hein. On a voulu parler avec 20 sociétés, on a parlé avec 19 sociétés. Il y a une seule société qui a refusé de nous parler. Alors, je peux vous dire qui c'est. C'était Walmart aux États-Unis, le plus grand distributeur américain. Pourtant, je peux vous dire que je les ai harcelés, hein. Dès qu'il y avait leur responsable RSE qui était dans un journal en disant « bon, fais ceci, on fait cela », hop, j'essayais de la contacter pour qu'elle nous accorde un entretien. Je n'ai pas réussi à la voir. Et aussi, ce que je vous ai donné comme piste, c'est-à-dire, par exemple, Ellen MacArthur, vous avez en fait vraiment des chiffres de suivi qui sont remarquables depuis plusieurs années, et vous voyez en fait les efforts qui sont faits. Et donc il ne faut pas non plus réinventer la roue, hein. Il y a un excellent travail qui est fait par Ellen MacArthur, donc sur
les producteurs de biens de consommation, vous pouvez en fait aller chercher énormément d'informations via cette ONG. Et après, et après, je pense que j'ai répondu pour cette première partie. On était aussi observateur dans la Sustainable Blue Finance Economy, et du coup, on est devenu signataire suite à ça, et on doit respecter certaines choses et dire justement nos axes d'amélioration. Et donc, du coup, nos échanges sur le plastique, ça fait partie en fait des choses qu'on met en avant. On en a un peu moins parlé parce qu'on avait un petit peu moins fait de choses dernièrement, mais bon, on a parlé aussi devant le CIF italien, donc le FIR italien. On a eu un très bon écho. J'ai pu rejoindre à ce moment-là, j'ai été invité pour rejoindre le groupe de leader de la finance sur le plastique au niveau de l'INDEP-FI. Et par exemple, la diapositive que je vous ai faite sur les effets sur la santé, il y a 6 mois, je n'étais pas capable de pouvoir vous la présenter. Et même l'ONG Surfrider, quand on avait fait la présentation, on n'en a pas parlé. On était encore sur les effets au niveau de la nature, des mammifères, etc. Mais donc, il y a aussi une montée en compétences. En fait, par rapport au climat, on est certainement, sur la biodiversité, sur le plastique, on est certainement 10 à 15 ans derrière, malheureusement. Mais vu les effets, c'est vrai qu'il faut qu'on accélère. Et c'est pour ça j'en parle aujourd'hui, hein. C'est pour qu'en fait, il y ait une prise de conscience de la communauté financière. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets aussi à traiter en engagement. Bon, sur la biodiversité, là, nous, on fait plutôt de l'engagement sur les ressources en eau, l'utilisation en eau, les prélèvements, etc. On a une première vague là, sur ce sujet-là. Voilà, mais je pense que c'est quelque chose à monter aussi tous ensemble. Merci beaucoup. Une deuxième question de Lionel Brun-Valicon. Un rapprochement a-t-il été fait entre les stratégies d'influence, plutôt pour Raphaël sur le traité international, donc un rapprochement a-t-il été fait entre les stratégies d'influence déployées par exemple par les fédérations sectorielles, notamment lors des sessions de négociation du traité sur les plastiques, donc actions et dépenses de lobbying avérées ou probables contraires à des ambitions fortes, et les engagements déclarés ou attendus des entreprises qui sont ainsi représentées. Alors, je n'étais pas dans les négociations, hein, donc je ne peux pas tellement parler à la place de mes collègues du lobby, mais si vous dire qu'il y a eu des stratégies de la part des lobbyistes dans le secteur de la pétrochimie et du pétrole pour faire en sorte que les négociations soient bloquées, la réponse est oui, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour aller au-delà aussi de ça, typiquement, le gouvernement américain, dans la négociation à Genève, a envoyé des lettres à tous les États de la grande coalition en disant que s'ils acceptaient un traité avec des ambitions de réduction et des choses contraignantes, on allait les taxer plus. Alors ça fait aussi partie des coulisses des négociations. Mais oui, hein, tout à fait, il y a eu des rapprochements de différentes fédérations de secteurs sur un lobby qui était contre un traité contraignant avec des objectifs de réduction ambitieux tels que le bloc de la grande coalition voulait le faire. Et tout à l'heure, vous évoquiez, je crois, 230 lobbyistes. Ouais, présent à Genève. Est-ce que vous avez plus de détails sur qui était-il, quel secteur éventuellement? Non, là, je pourrais me renseigner si vous voulez, mais là, pour le coup, j'ai pas le détail de tous les sous-secteurs. Oui, c'est sûr. Et une troisième question de Laura Belay. Lionel, vous parliez du groupe Finance Leadership Group on plastique. Est-ce que celui-ci travaille sur une taxonomie de solutions liées à la réduction du plastique? Alors, déjà, c'est un groupe qui est quand même assez actif, hein. Moi, j'ai eu la chance d'assister à 3 réunions depuis que je l'ai rejoint, et puis j'ai regardé une autre réunion en replay. Et donc, du coup, on a accès à énormément de ressources. Donc, par exemple, avant en Genève, il y a justement un scientifique qui a pris la parole et qui a parlé de toutes ces études, hein. Il y en a beaucoup qui sont très récentes, plutôt de 2024, et qui montrent les effets négatifs sur la santé. Et donc ça, c'était quand même quelque chose de vraiment très intéressant. Et en ce moment, il y a Jan Rice, qui est le leader du groupe, qui est en train de rédiger en fait un papier. Alors moi, j'ai lu le brouillon, bon, et c'est extrêmement intéressant. Il y a d'ailleurs la slide sur les impacts sur la santé. Le carré de droite, c'est justement l'annexe 7 de ce papier de recherche. Et donc, il travaille sur... en tout cas, il y a quelque chose d'écrit pour donner des conseils.
Alors après, parler de taxonomie, c'est quand même un grand terme. Dedans, en fait, il est à la recherche de donner des exemples, hein, des case studies. Et donc nous, Swen Capital Partner a soumis normalement dans les temps sur une des sociétés où on a investi un case study. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et après, il y a aussi, on n'est pas les seuls, hein, il y a des Hollandais qui ont soumis des cas. Il y a une société scandinave, justement, au niveau des machines de recyclage, qui est aussi donnée en exemple. Il y a un case study. Ça, c'est une société qu'on a en portefeuille aussi chez OFI. Donc, il y a des exemples qui sont donnés. Voilà, donc on a eu la chance de soumettre on a fait l'effort de soumettre un cas. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ni de personnes qui vont lever la main, on a parfaitement respecté le timing, donc c'est parfait. En tout cas, merci encore à nos 3 intervenants pour cette riche présentation et ces approches très complémentaires. Je pense qu'on a une bonne vue de la question. N'hésitez pas, on va vous envoyer les slides ainsi que le replay, l'enregistrement de ce webinaire. Et je vous souhaite un très bon appétit. Merci à Merci, au revoir. tous. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.